À tous. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci d'assister à cette table ronde dont le titre est « L'inflation va-t-elle enterrer l'objectif de plein emploi ?» Parlons cash. Je suis Dominique Seux, éditorialiste aux Échos et à France Inter, ce qui n'est absolument pas incompatible. Et nous allons évoquer un sujet qui est évidemment au cœur de l'actualité. Je ne vais pas faire de longues introductions, peut-être juste pour souligner un paradoxe. Alors peut-être que nous allons vous demander, ceux qui sont en tout cas les plus proches de la tribune, de laisser la place au débat. L'inflation est évidemment le sujet majeur, avec un certain nombre de paradoxes économiques, d'énigmes, et je n'en mentionnerai qu'une, qui est le record du tourisme en France cet été et en même temps un pouvoir d'achat qu'on dit très dégradé. C'est vrai que ça fait partie des grands mystères de la rentrée. Nous avons deux responsables d'entreprise, un syndicaliste, deux responsables politiques, un du gouvernement, un de l'opposition. Donc voilà, une table ronde parfaitement équilibrée et diverse, en tout cas sur les points de vue. Alexandre Bompard, le dirigeant de Carrefour, bonjour. Frédéric Souillot, le secrétaire général depuis 3 mois maintenant de Force ouvrière. Nicolas Terry, le président du Crédit Mutuel, CIC Crédit Mutuel, et président jusqu'à demain soir de la Fédération bancaire française. Donc il va tout nous dire, ce qu'il n'a pas dit depuis quelques mois, il va nous le dire maintenant. Valérie Rabault, député bien connu sur les questions économiques et financières, député socialiste, et Olivier Dussopt, le ministre naturellement du Travail. Alors, j'ai une première question à vous poser, les uns et les autres, peut-être avec une réponse courte, et je vais poser la question d'abord à Alexandre Bompard. La première question, c'est: l'inflation va-t-elle durer ? C'est-à-dire que nous sommes donc quasiment début septembre. Est-ce que c'est conjoncturel, structurel, les raisons pour lesquelles ça va s'arrêter à l'automne ou en janvier, ou ça va durer un certain nombre d'années? Le point de vue peut-être d'abord des entrepreneurs. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être à cette rencontre des entrepreneurs de France. Au fond, pour répondre à cette question, Dominique, il faut se poser les questions de quelles sont les causes de l'inflation. Or, ces causes, on les connaît. C'est la création monétaire post-crise de 2020. C'est le fait que toutes les économies mondiales ont repris leur activité en même temps. C'est quelque chose d'inouï dans l'histoire économique, provoquant des goulets d'étranglement, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, des hausses des coûts d'énergie et de transport. Et puis est venu le 24 février, la guerre en Ukraine, déclenchant une déstabilisation immense et un choc sur le marché de l'énergie qu'on avait, au fond, probablement mésestimé. L'ensemble de ces éléments-là sont là. Moi, j'ai été très frappé comme acteur économique, et on est en première ligne, évidemment, des débats très longs qu'on a eus sur le fait de savoir si elle était transitoire ou pas. Elle n'est pas transitoire, cette inflation. De même, je crois qu'il ne faut pas avoir des débats sans fin sur quand est-ce que sera le pic. L'inflation est là, elle est durable, il n'y a pas de retour à la normale demain. Et dans nos métiers, on le voit très clairement. Ça fait 1 an qu'on voit une augmentation extraordinairement forte d'un certain nombre de produits, des produits de base d'ailleurs, hein, la farine, les pâtes, les viandes surgelées, c'est 30-40% d'augmentation des prix depuis 1 an. Et ça provoque 2 types d'effets. Premier effet, évidemment, c'est la souffrance des pouvoirs d'achat dont le pouvoir d'achat est le plus des clients dont le pouvoir d'achat est le plus contraint. Et il faut mesurer ce que ça signifie. Hein. Quand vous avez 20 € à casser quand vous allez faire vos courses, eh ben vous ne pouvez plus répondre à l'ensemble de vos besoins avec ces 20 € Et donc, vous faites des choix qui sont les premiers prix, qui sont les promotions, qui sont je prends plus de viande de bœuf et je prends un porc premier prix, qui sont je ne prends plus de poisson, qui sont je ne prends plus de bio. Et c'est ça qu'on a devant les yeux. Et d'ailleurs, on redécouvre les vertus de l'hypermarché. Le choix, le premier prix, la promotion. Et ce phénomène-là, il est très durable, très profond, et je pense qu'il est en train de s'amplifier depuis quelques semaines. Deuxième élément, c'est un phénomène qui s'auto-réalise parce qu'on a évidemment des fournisseurs qui, parce qu'ils ont des hausses de coûts de production, nous demandent de répercuter dans nos prix. Et donc, on est dans un phénomène auto-réalisateur, un cercle de spirale qui se met en place. S'il y avait un pari à faire pour les années qui viennent, on reste sur un rythme autour de quoi? De 5% pour les années qui viennent. Évidemment, c'est très difficile. Hein, moi, je ne suis pas un macroéconomiste. Ce dont je suis certain, c'est qu'on est le pic, je ne sais pas où il est, mais que l'inflation durable, elle est là. Est-ce qu'elle sera à 4, est-ce qu'elle sera à 5, elle sera à 6, c'est difficile de le dire. Mais on est dans ce phénomène-là qui touche les entreprises, leurs fournisseurs, les clients, et puis bien sûr nos salariés. Nicolas Terry.
l'acteur bancaire. Moi, je partage complètement le point de vue d'Alexandre Bompard. Pas de doute sur la durabilité, notamment parce que les effets de second tour sont là. On a eu un choc concentré sur l'énergie et on voit que derrière, les enchaînements parfaitement décrits par Alexandre sur l'alimentation, sur les services sont là. Je voudrais souligner un point pour ne pas répéter les choses, c'est que je pense aussi qu'on est en train de changer de régime d'inflation. Et je ne crois pas à l'inflation structurelle à 2%, objectif de la Banque centrale. Je pense qu'on va avoir une inflation structurelle qui monte, qui sera probablement aux alentours de 3% ou un peu plus, parce qu'on a une double révolution industrielle à mener, en plus de ces chocs. La première, c'est celle du circuit court, de la réindustrialisation, de la relocalisation. Et la seconde, c'est évidemment la révolution climatique qui consiste à mettre à la poubelle un stock de capital non résilient aujourd'hui sur le plan climatique, le faire très vite, très brutalement et le remplacer par un stock de capital résilient. Et on voit bien que cette double révolution industrielle, elle va augmenter la base de coûts. Et on en a besoin, il n'y a pas le choix. Je sais que le débat aujourd'hui, c'est l'inflation, mais voilà, la canicule, les feux de forêt, les événements sont là. Et donc cette double révolution industrielle, elle vient changer le régime structurel et compléter l'évolution conjoncturelle qu'Alexandre a parfaitement décrite. Donc pour l'instant, le diagnostic est convergent. Frédéric Souillot, donc, pour le syndicaliste, comment voyez-vous les choses? Comment on voit les choses? Plus l'inflation est élevée, moins on arrive à remplir son frigo. C'est un terme qui n'est pas péjoratif. C'est ce qu'expliquait Alexandre Bompard. Les clients, quand ils ont 20 €, comment est-ce qu'ils font pour faire leurs courses? Et tout cela, et j'espère me faire applaudir, ça passe par l'augmentation des salaires. Parce qu'on remplit ce frigo qu'avec ce qu'on gagne. C'est le bas de la fiche de paye qui nous permet, nous... Vous aviez noté que ma première question, en fait, c'était est-ce que ça va durer? Vous passez tout de suite sur les salaires. Mais vous avez raison sans doute. Mais que ça dure ou que ça ne dure pas, à un moment, si on parle pouvoir d'achat, le vrai pouvoir d'achat, c'est sur le bulletin de salaire, c'est sur la fiche de paye. C'est pas autrement. Alors, je veux bien entendre qu'on met en place tout un tas de mesures. Alors, je m'excuse, mais j'ai appelé ça des rustines. Parce que potentiellement, à la fin du mois, quand vous devez nourrir votre famille, payer votre loyer, faire le plein de votre voiture ou la changer, c'est avec votre paye que vous le faites. C'est pas autrement. On continue le tour. Valérie Rabault. Oui, bonjour à vous toutes Durable, et tous. pas durable, structurel, conjoncturel, jusqu'où? Quand? Alors, pour répondre très clairement à votre question, oui, l'inflation va durer et je vais l'illustrer par 2 points. La Banque centrale américaine, la Fed, a augmenté ses taux directeurs 3 fois, et notamment le dernier au mois de juillet de 75 points de base, ce qui est du jamais vu. Et les États-Unis ont moins de problèmes que nous d'énergie. Donc ça veut dire qu'ils pensent qu'il y a une inflation qui découle d'autre chose que l'énergie. Et s'ils ont augmenté de cette façon-là les taux directeurs, ça veut dire que les États-Unis croient à l'inflation. Et donc, du coup, on sait très bien qu'ils donnent un peu le tempo et le là. Et le deuxième volet, il y a une étude de l'INSEE qui a été publiée en juin 2022, donc c'est il y a 2 mois, qui dit que les facteurs de production ont augmenté en un an de 25%. 25%. Ça veut dire que ces coûts-là ne sont pas encore dans l'inflation, puisqu'ils ne sont pas encore dans les prix. Donc ça, c'est les 2 facteurs qui me font dire que oui, l'inflation va durer. Et je voudrais peut-être rebondir sur ce qu'a dit Alexandre Bompard sur les causes de cette inflation. Il y a des points que je partage. Mais il me semble qu'il y en a un autre qui est beaucoup plus structurel, beaucoup plus profond dans notre société. C'est le fait que depuis 2005, vous avez une population active mondiale qui a augmenté de 1 milliard de personnes. 1 milliard. Et que pour beaucoup de ces personnes, ces travailleurs et ces travailleuses, dans les pays en développement, ils étaient quand même payés très peu cher. Donc on a assisté à une déflation sur les salaires, ce qui rejoint ce qui vient d'être dit. Eh bien, pour des raisons géostratégiques, la Chine a mis un coup d'arrêt à cette forme de déflation sur les coûts de production. Et ça, c'est une décision politique, c'est une décision géostratégique face à laquelle les États-Unis ont commencé à répondre, puisque depuis 2018-2019, ils ont baissé leur commerce, les États-Unis avec la Chine, donc ils tentent de se réorganiser autrement, et l'Europe n'a pas eu de réponse.
L'Europe n'a pas eu de réponse face à ça, une réponse géostratégique qui forcément a des conséquences économiques. Donc ce volet-là est extrêmement important et à cela s'est ajouté un coût du facteur, le coût du capital avec des taux d'intérêt négatifs ou très très bas qui a duré assez longtemps, qui fait que les facteurs de production, travail et coût du capital étaient peut-être sans doute, je ne sais pas s'il faut le dire en déflation, en tout cas sous-évalués. Et là, il y a un arrêt qui a été mis par un acteur mondial important qui s'appelle la Chine. Et donc, nous allons devoir, moi je rejoins ce qui a été dit évidemment sur les salaires, nous allons devoir y apporter une réponse. J'imagine que ce sera la deuxième question. Mais en tout cas, on est dans une phase structurelle. D'accord. Pour l'instant, il y a une unanimité, j'allais dire totale, ce qui est un pléonasme. Olivier Dussopt, l'inflation va durer. Et j'enchaîne immédiatement, évidemment, sur la réponse que vous apportez à la question de l'inflation, le gouvernement. La grande question économique, au fond, enfin sociale et politique, c'est quelle est la répartition des efforts? Est-ce que c'est à l'État de tout prendre en charge? Ou est-ce que c'est en partie les entreprises? Est-ce que c'est en partie les ménages? Vous avez fait le choix pour l'instant d'une politique assez générale et finalement moins ciblée qu'on pouvait encore le penser avant le projet de loi pouvoir d'achat, notamment sur les carburants. Est-ce que à l'automne, vous n'allez pas devoir changer de pied pour concentrer vos politiques sur les plus fragiles? D'abord, peut-être sur la première question et le temps que va durer l'inflation. Le fait d'avoir été ministre des Comptes publics dans les 2 dernières années, plutôt marqué par la volatilité des recettes, comme parfois la volatilité des dépenses pour faire face à la crise, c'est plutôt une incitation à la prudence. Et de considérer qu'au risque d'ajouter de l'incertitude, la seule chose dont nous sommes sûrs en matière d'inflation, c'est ce que nous constatons plutôt que ce que nous prévoyons. Aujourd'hui, nous sommes sur une inflation qui est évidemment forte. On a le dernier chiffre de glissement mensuel à 6% pour le mois de juillet. L'INSEE considère et parle de pic. Nous verrons si ça se traduit dans la réalité, qu'on pourrait atteindre un pic à 7% au mois de septembre en inflation glissante et avec une moyenne peut-être très légèrement inférieure à 6% sur l'année 2022. C'est le plus haut que nous ayons connu depuis 1985 et donc par définition, c'est une inflation très forte. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper en disant que l'inflation va durer certes, mais elle va durer à un niveau inférieur à ce que nous connaissons. La difficulté, c'est que nous pourrions nous satisfaire, par exemple, des prévisions de la Banque de France. C'est 3,4 en 2023, c'est un peu moins de 2 en 2024, ce sont des prévisions. Mais même à 3,4, c'est un taux d'inflation que nous n'avons pas connu depuis des années. Et donc, est-ce que l'inflation va durer? La réponse est oui, par définition. Oui, parce que si nous restons sur des taux assez supérieurs à 2 pendant longtemps, c'est un changement par rapport à la période moyenne que nous avons connue autour des 10, 15, 20 dernières années. Il y a des choses que je partage évidemment sur ce qui a été dit précédemment et notamment sur la nature des causes de l'inflation. Dans les tout premiers temps de l'inflation, en tout cas du pic, du rebond, nous avons considéré assez mécaniquement que les causes étaient exogènes. La question de l'énergie, mais j'ajoute aux causes exogènes ce qui vient d'être dit par Valérie Rabault, des choix qui ont été faits d'arrêt de déflation salariale par des acteurs aussi puissants que la Chine, autant de décisions sur lesquelles nous n'avons pas prises, et des facteurs exogènes aussi, par exemple, dans la rareté, on peut s'interroger sur les causes, mais dans la rareté de certains matériaux, de certaines matières premières, dont nous n'avions pas l'habitude, et qui se traduisent par un renchérissement des coûts. Et donc cette inflation exogène, nous avons mis en place des dispositifs, j'y reviendrai, pour en limiter l'effet sur les ménages et sur les entreprises, et c'était d'autant plus, non pas facile, mais envisageable, de limiter l'effet sur les ménages et les entreprises d'une inflation exogène, parce que nous avions le sentiment ou la conviction que c'est quelque chose de mesurable et de temporaire. Aujourd'hui, nous entrons dans une phase où cette inflation d'abord exogène s'auto-alimente. Elle s'auto-alimente par tout ce qui a été dit avant moi, je n'y reviens pas. Elle peut s'auto-alimenter aussi par d'autres dispositifs. C'est une des explications à notre politique publique en matière de salaire. Nous ne voulons pas encourager de spirale salaire et prix et donc de spirale inflationniste, mais elle s'auto-alimente et si elle s'auto-alimente, elle a vocation à durer. Vous ne souhaitez pas que les salaires s'alignent sur les prix? La question, on sait, pardon, mais on sait que pour avoir une réponse très concrète. Non, on sait que mécaniquement les salaires tendent à s'aligner sur les prix. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est mettre en place une politique de revalorisation générale des salaires ou de revalorisation exceptionnelle du niveau de salaire minimum. Ça fait partie des réponses apportées. Certaines sont à l'initiative du gouvernement, d'autres relèvent de l'application des lois telles qu'elles existent depuis 2008. On a vu que les salaires sur un an ont augmenté de 3%. Vous dites aux entreprises qui sont ici présentes, les amis, je ne sais pas si vous dites les amis, mais les amis, négociez en septembre, en octobre, et
nous, pouvoirs publics, pour celles qui le peuvent, nous voulons des salaires qui augmentent davantage d'ici la fin de l'année. C'est ce que nous avons dit, c'est ce que Bruno Le Maire a dit, et en ajoutant pour les entreprises qui le peuvent. Ce que nous ne voulons pas, c'est définir la politique salariale du pays par une norme publique, à l'exception des revalorisations prévues par la loi du SMIC, à hauteur de 8% sur un an. Et nous faisons confiance, j'ai eu l'occasion de le dire lors des débats sur la loi pouvoir d'achat, nous faisons confiance au dialogue social de branche pour faire en sorte que les niveaux de rémunération prévus par les branches puissent être valorisés. Ça relève de l'attractivité et ça relève aussi du dialogue social. Nous considérons que c'est la bonne méthode plutôt que des revalorisations générales qui auraient un caractère inflationniste. Mais ici ou là, j'ai entendu il y a quelques mois avant l'été l'idée, au fond, l'inflation en France est moins élevée qu'en Europe, les salaires vont augmenter moins qu'en Europe, et c'est l'occasion de regagner de la compétitivité différentielle par rapport aux autres pays. Bonne idée, mauvaise idée? Je ne suis pas sûr. Et puis après, on va laisser les autres intervenants réagir aux mesures que vous avez prises. Sont-elles suffisamment ciblées, pas assez ciblées? Que faut-il faire et que font les entreprises? Je ne sais pas si c'est un bon calcul, mais ce qui est absolument certain, mais ça amène aux mesures que nous avons prises, c'est que l'inflation est effectivement moins élevée en France que dans le reste de l'Europe. C'est 1,5 point de moins qu'en Allemagne et en Italie. C'est 4 points de moins qu'en Espagne. Si on sort des frontières de l'Union européenne, c'est plusieurs points de moins que ce que connaît la Grande-Bretagne aujourd'hui. Et c'est dû à 3 types de mesures. À la fois des mesures de bouclier, c'est le bouclier tarifaire, c'est la prise en charge par l'État du coût de l'inflation et d'une large part du coût d'inflation. C'est aussi des mesures que nous avons prises en matière de pouvoir d'achat pour revaloriser le pouvoir d'achat des ménages sans nuire à la compétitivité des entreprises. J'ai une illustration. Nous avons fait le choix de revaloriser la prime d'activité parce que ça permet de revaloriser la prime d'activité au même rythme que les prestations sociales et les retraites sans dégrader la compétitivité salaire des entreprises. Et puis, il s'agit aussi de mesures que nous mettons en place en matière de régulation. La question qui se pose aujourd'hui, surtout si l'inflation s'auto-alimente et si elle a des caractères, des causes qui sont non plus exogènes mais endogènes, c'est effectivement celle de la répartition des efforts. Et ça renvoie à nouveau, pour la répartition ménage, entreprise et État, ça renvoie par exemple au dialogue social de branche que j'évoquais tout à l'heure. Alors, qui veut réagir sur la réponse qu'apportent les pouvoirs publics, mais les entreprises au contexte salarial? Valérie Rabault et puis après Frédéric Souillot et nos chefs d'entreprise. Alors, peut-être... Vous êtes entièrement d'accord avec ce que vient de dire le ministre, je n'ai aucun doute là-dessus. Non, pas tout à fait, mais il le sait, parce qu'on a eu l'occasion d'en débattre au mois de juillet dernier. Peut-être 3 points sur lesquels je voudrais revenir, qui sont pour moi des priorités. La priorité absolue, c'est comme on l'a vu aux États-Unis, ils sont moins impactés que nous par la hausse du prix de l'énergie. Il faut que l'Europe prenne les dispositions pour faire en sorte qu'elle, je prends l'exemple du couplage du prix de l'électricité sur le gaz. C'est une aberration. L'Espagne et le Portugal ont négocié au mois de juin de faire sauter ce débouclage-là. J'entends que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, veut le faire la semaine prochaine. Il faut le mettre en œuvre. On ne peut pas continuer à avoir un bouclage qui impacte aussi fortement le prix de l'électricité. Donc ça, c'est une priorité politique qui, à mon avis, doit être portée par le président de la République et la Première ministre. Le deuxième volet porte sur les salaires. Là, j'ai une divergence avec Monsieur le ministre, tout simplement parce que là aussi, quand on regarde les chiffres de l'OCDE, ils sont têtus. Et la France, c'est le pays de l'OCDE, parmi les pays de l'OCDE, en tout cas parmi les pays les plus riches, qui ont le moins augmenté le salaire minimum au cours des 15 dernières années. Alors, je sais que ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde d'entendre ça, mais c'est une réalité. Et qui, du coup, est rattrapée... Certains vous diront, ça dépend du point de départ. Oui, ça dépend toujours du point de départ, mais vous savez aussi que dans la dynamique, c'est ce qui permet aussi une motivation et c'est ce qui permet de faire en sorte que lorsque vous avez un travail qui ne vous permet pas d'assurer vos dépenses, comme ça a été dit tout à l'heure, eh bien vous cassez cette dynamique et aussi cette dynamique de productivité. Et je pense que la dynamique de productivité est un peu au ralenti dans notre pays. Et puis le troisième volet porte sur évidemment les finances publiques. Moi, je fais partie de celles et ceux qui y sont attachés. On ne peut pas tout faire financer par la dette. Et je pense qu'il est important qu'on puisse avoir un ciblage. Vous avez 17 millions de Français qui prennent chaque jour leur voiture pour aller travailler parce qu'ils n'ont pas de transport en commun. Quand vous habitez à Paris, vous avez un pass Navigo et l'employeur en paye la moitié. Quand vous habitez dans le Tarn-et-Garonne comme moi, vous prenez votre voiture et pour des salaires au SMIC, vous pouvez avoir 200 ou 300 euros par mois de frais de transport. Donc ça suppose qu'il y ait
un ciblage sur les 17 millions de personnes, vous en avez 8,5 millions qui ont moins de 1 700 € net par mois, qui est un ciblage qui soit très précis. Et comme on sait que le prélèvement à la source fonctionne, il peut fonctionner aussi dans l'autre sens, qui est un virement et un ciblage beaucoup plus précis et qui concerne aussi les classes moyennes. Les politiques actuelles ne sont pas assez ciblées, celles du gouvernement. Frédéric Souillot, réaction sur la politique du gouvernement. Alors, Et j'ai oublié un dernier point, pardon, excusez-moi. Allez-y. Et dans ce cadre-là, pour ne pas tout faire financer par la dette, je pense aussi que des contributions exceptionnelles sur les super profits, comme le font la plupart des pays européens, on devra y passer. On devrait y passer. Olivier Dussopt va vous répondre. Frédéric Souillot. il ne va pas me répondre tout de suite, je n'ai pas encore parlé. Après vous. Alors, sur les salaires et la politique du gouvernement, moi, je redis au ministre du Travail, et je sais qu'il va être d'accord avec moi, le L1 du Code du travail, redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective. Pas de lettre de cadrage. On arrive toujours à trouver des accords, et quand on n'en trouve pas, c'est qu'on n'a pas assez discuté. Et il faut être deux pour trouver des accords. Il faut être chacun d'un côté de la table. Ça ne peut pas être à l'État de décider les choses pour la totalité des entreprises et des travailleurs. Il y a le L1 du Code du travail, redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective. Redonnez-nous la main, sans lettre de cadrage qui fasse qu'au bout du bout, on n'arrive pas à trouver d'accord, ni les uns ni les autres, mais négocions sur les salaires. Dans le temps, on appelait ça clause de revoyure. On a fait les NAO en début d'année, revoyons-nous pour négocier sur les salaires dans les entreprises, dans les branches, partout. Sur le SMIC, le gouvernement est d'accord avec les organisations syndicales. Le montant du SMIC n'est pas assez élevé. C'est pour ça qu'il rajoute la prime d'activité. Donc, si le montant du SMIC n'est pas assez élevé, élevons-le. Parce que le SMIC, c'est le salaire minimum. Ce n'est pas admissible que des salariés soient toute leur vie au SMIC. Les salaires doivent évoluer. On ne peut pas construire sa vie ni se projeter avec un salaire minimum permanent. C'est le salaire minimum quand on rentre dans l'entreprise et quand on commence sa carrière professionnelle. Quand on fait de la formation et qu'on peut faire après de la VAE et du reste, il faut que le salaire augmente. Et puis, je ne peux être que d'accord avec le partage des richesses. Alors, je ne sais pas si c'est taxe des super profits ou je ne sais quoi d'autre. Mais quand ça va bien, il faut que ça aille bien pour tout le monde. Parce qu'on ne va pas nationaliser les pertes et privatiser les bénéfices. Donc, le partage des richesses et de la valeur du travail, discutons, redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective. Les deux dirigeants d'entreprise qui sont là, quelles sont vos remarques, constats, analyses sur la politique et la protection mise en œuvre par les pouvoirs publics contre l'inflation, mais vous aussi, ce que vous faites dans vos entreprises? Je sais Carrefour, par exemple, je ne sais pas qui commence, Nicolas ou... D'abord, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise que nous sommes, me semble-t-il, nous aurions mauvaise grâce à ne pas reconnaître que le gouvernement, depuis 2 ans, a été là de manière exceptionnelle. Il a été là au moment de la crise du Covid, les PGE, les boucliers trésorerie, etc. Tout ça a été déployé avec une énergie, avec des moyens colossaux. Et ça s'est traduit par une absence de défaillance d'entreprise massive. Et il faut qu'on le dise. On aurait mauvaise grâce 2 ans après à dire « Ah non, mais pourquoi il y a eu tout ça qui a été fait ?» Ça a été fait. Et deuxièmement, depuis quelques mois, et vraiment je ne suis pas le porte-parole du gouvernement sur ces sujets, mais le bouclier de pouvoir d'achat, les 24 milliards qui nous paraissent un chiffre comme ça, ils viennent au soutien de ceux dont la consommation est la plus difficile. Les allocations de rentrée scolaire, les primes d'activité exceptionnelles, etc. Tout ça est un soutien à la consommation de ceux qui sont les plus démunis. Et on aurait mauvaise grâce, me semble-t-il, les uns et les autres, à ne pas le reconnaître. Deuxième chose, évidemment, les chefs d'entreprise que nous sommes, on y prend notre part. Nicolas va exposer ce que font les banques dans la grande distribution, dont on a retrouvé le rôle depuis 3 ans, secteur souvent mal aimé. On s'est rendu compte pendant le Covid de l'utilité de la grande distribution. On s'en rend compte à nouveau aujourd'hui.
Ces dernières semaines, je vais dire ce qu'on fait nous, mais c'est le cas aussi de mes confrères, on déploie les uns et les autres des dispositifs qui visent à bloquer les prix. Nous, on a annoncé une opération de 100 prix bloqués pendant 100 jours, quelle que soit l'évolution des cours. On a différents dispositifs qui se cumulent et mes confrères font la même chose. On est au soutien du pouvoir d'achat de nos clients. On est à leur côté dans cette épreuve-là. Et donc, je dirais qu'il y a une convergence d'action entre ce que fait le gouvernement sur l'augmentation du pouvoir d'achat et ce que fait la grande distribution en soutien. Et on a retrouvé, je le disais, les vertus et le rôle de l'hypermarché dans ce domaine-là. Et puis, il y a la question, vous avez raison, qui est la question clé de la répartition des richesses et des salaires. Je vais vous donner mon exemple. D'ailleurs, c'est très intéressant. Quand vous rencontrez un chef d'entreprise, quand j'ai vu Nicolas, en dehors du plaisir de le voir, à la troisième question, qu'est-ce qu'on se demande? Qu'est-ce que tu fais, toi, cette année pour augmenter les rémunérations globales de tes salariés? Je veux dire ce qu'on fait, nous. Moi, je ne crois pas totalement à l'idée, pardonnez-moi, il y a d'un côté des rustines et de l'autre côté du vrai argent. Je crois que quand on souffre, tout est du vrai argent. Les allocations de rentrée scolaire, c'est du vrai argent. Les indemnités, les primes Macron, c'est du vrai argent. Nous, on en a versé une, 2 000 € au cœur de la crise. On a doublé l'indemnité d'inflation l'année dernière. La participation qui double, on était à 400 €, on est à 1 000 €, c'est du vrai argent. Ce n'est pas une rustine, c'est du vrai argent. Après, il y a les négociations annuelles. Les négociations annuelles, chez nous, ont conduit à une augmentation pour une hôtesse de caisse de 5,7% sur un an. C'est le résultat, et vous avez tout à fait raison, de la négociation. Ce n'est pas ce qu'on négocie au plus près avec nos organisations syndicales. Et donc, les entreprises prennent leur part dans le cadre d'un dialogue social. Elles relayent des actions qui sont initiées par le gouvernement. Et aujourd'hui, me semble-t-il, ce schéma-là, il fonctionne et il nous conduit à accompagner à la fois nos clients qui souffrent le plus et nos salariés qui, évidemment, et notamment dans les métiers à fort contenu en emploi, souffrent, comme les autres, de l'augmentation des prix. Nicolas Terry. Alors Nicolas Terry qui a une certaine proximité avec ses voisins de gauche et de droite, puisqu'il a été dans une vie il y a très longtemps assistant de Nicole Notat à la CFDT. Ah non, moi j'étais secrétaire confédéral. Hein, pardon. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, je pense qu'on doit tous garder la leçon du Covid. On a su être cohérent, et ça a été bien souligné, Alexandre l'a bien souligné, on a su être cohérent et efficace et rapide. Et ce que nous impose le contexte aujourd'hui, c'est de garder à la fois cette dynamique et cette cohérence. Alors, de mon point de vue, le mot-clé, c'est de déclencher un New Deal de solidarité. On doit réinventer, redéfinir les données de la solidarité. Premier volet, politique salariale. Pour moi, pas de doute, c'est la négociation collective avec 3 volets. Il faut une politique salariale dont les augmentations générales couvrent l'inflation structurelle. Ça, c'est la base. Avoir des primes, des mécanismes d'injection, de compensation, de correction conjoncturelle pour, par exemple, l'inflation de l'énergie. Et il ne faut pas l'oublier, il faut avoir une politique de formation professionnelle, de promotion, de correction des inégalités hommes-femmes qui s'exprime aussi dans les salaires. Et au Crédit Mutuel, on met 6% de la masse salariale sur la formation. Ça fait partie du contrat social. Donc ça, pour moi, c'est le socle d'une négociation collective globale. Après, le deuxième volet, et Alexandre l'a fait sur Carrefour, on le fait aussi, c'est le ciblage. Certains souffrent plus que d'autres. 10% des clients à revenus modestes consacrent 20% de leurs revenus au carburant, à l'énergie. Et là, il faut les aider. Au Crédit Mutuel, vous avez un conseiller dédié, une agence de proximité pour 1 € par mois, pas de frais d'incident pour les clients en situation de fragilité. Et il ne faut jamais oublier le rapport qualité-prix. Vous payez pour un service qui doit être là. Et donc, toutes les banques françaises sont mobilisées dans l'accompagnement des clients, l'anticipation des difficultés et les meilleurs tarifs. Et c'est fondamental. Mais une fois qu'on a ciblé, qu'on a accompagné, il faut aussi transformer et investir. Et je parlais tout à l'heure de la révolution industrielle qu'on doit conduire. Et là-dessus, la dynamique de crédit est fondamentale. Et je voudrais souligner la chance qu'on a, alors plaidoyer pro domo, mais on a une vraie chance en France, c'est d'avoir un système bancaire efficace, collectif, relationnel, territorial. Et regardez l'impact sur le pouvoir d'achat. L'épargne réglementée, le taux du livret A, c'est une injection de 8 milliards d'euros de pouvoir d'achat. 8 milliards d'euros du fait de l'augmentation des taux réglementés. Deuxième volet, le crédit.
On dit toujours le crédit est trop cher. En France, vous acquérez un logement avec un taux d'1,35. Dans la zone euro, c'est 2%. En Allemagne, c'est 2,6. Donc vous dites au gouvernement qui vous a appelé il y a encore quelques jours à faire davantage d'efforts, vous les banques et les assureurs, vous dites, écoutez, circulez, il n'y a pas grand-chose à regarder. Non, on dit circulez pas et regardez. 8 milliards d'injections de pouvoir d'achat sur l'épargne, les taux moitié prix par rapport à l'Allemagne, et ben regardez. Donc ne circulez pas. Simplement ne papillonnez pas sur des sujets secondaires. Ça, c'est du vrai, du bel et du bon argent. Olivier Dussopt, peut-être une réaction sur un certain nombre de critiques qui sont émises, mais j'aimerais que vous entendiez sur le grand sujet au fond de la rentrée de la politique économique, c'est il y a la lutte contre l'inflation, mais vous portez le plein emploi comme objectif, Emmanuel Macron l'a porté, vous portez une réforme de l'assurance chômage à venir. Est-ce que c'est compatible? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mener tous les chantiers en même temps? D'abord, une réaction pour dire que les trois... L'arbitrage salaire-emploi, la question va se poser. Que les trois dernières interventions, et je le dis non pas pour écarter l'intervention de Valérie Rabault, bien au contraire, mais les trois dernières interventions ne sont pas des critiques. C'est la démonstration de ce que peut être une bonne politique salariale ou d'emploi. Frédéric Souillot dit négociation collective sur les salaires. C'est ce que nous privilégions. Nous avons fait le choix de mettre en place des mécanismes incitatifs par branche pour faire en sorte que les situations que nous connaissons du fait des revalorisations automatiques du SMIC, de passage des minima conventionnels sous la barre du salaire minimum soient corrigées, mais nous faisons le choix et le pari du dialogue social et de la confiance. Alexandre Bompard dit « L'entreprise se saisit des dispositifs qui sont prévus pour partager la valeur et permettre d'augmenter le pouvoir d'achat, soit des dispositifs qui peuvent avoir un caractère unilatéral, c'est le premier niveau de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, soit des dispositifs que nous facilitons, et depuis maintenant plusieurs années, c'est le deuxième niveau de la prime, c'est la nouvelle prime de partage de la valeur, et c'est les accords d'intéressement dont nous avons à la fois largement simplifié la mise en œuvre et dont nous facilitons là aussi le développement. Et cela fait partie des objectifs qui sont les nôtres, et nous considérons, comme cela a été dit, que cet argent est du vrai argent qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat. Et enfin, la description d'une politique salariale avec du ciblage et des réponses aux aspects structurels. J'ai la conviction, en entendant que ce n'est pas une critique, mais plutôt une démonstration de ce qu'à trois voix pourrait être décrit comme une bonne politique salariale. La difficulté, c'est que ce n'est pas nécessairement le cas dans l'ensemble des secteurs économiques, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des territoires, et c'est assez normal. Deuxième question que vous posez, c'est est-ce qu'il est compatible de mener une politique de lutte contre l'inflation ou de maîtrise de l'inflation et un objectif de plein emploi? Je pense que oui, et heureusement que oui. D'abord parce que nous avons fait une large part du chemin. Il faut le rappeler, sur les 5 dernières années, l'économie française crée 1 500 000 emplois. Et l'objectif de plein emploi à 5%, ce qui est communément admis comme le bon indicateur, c'est à la fois supérieur au structurel, inférieur au frictionnel, où on le voit avec les tensions de recrutement, mais c'est l'objectif. Ça nécessite de créer 1 million d'emplois d'ici 2027. C'est faisable. L'année 2022 le montre, le premier semestre se caractérise par des créations nettes à un niveau supérieur à ce qu'on attendait. Et je pense que c'est faisable, et ça le sera, la Première ministre l'a dit devant vous hier, si c'est aussi du bon emploi. C'est-à-dire éviter les retraits du marché du travail, éviter les ruptures anticipées, et c'est la question de la prévention de la pénibilité, faire en sorte aussi qu'il y ait de l'attractivité et de bonnes conditions de travail. C'est faisable à deux conditions, je pense. Une première qui relève des politiques publiques, et une seconde qui relève des enjeux partagés entre les différents acteurs. Les enjeux partagés, ils sont assez faciles et nous les connaissons. C'est le travail des seniors, c'est une des clés pour le plein emploi. Et le gouvernement peut faire des choses, mais sans l'engagement des entreprises, ça ne marchera pas. Un des autres enjeux partagés, c'est la question des conditions et de la santé au travail. Et là aussi, un grand pas a été fait. Il faut veiller à ce que l'application soit au rendez-vous. Je pense à la loi du 2 août 2021, mais qui n'est autre que la traduction, la transcription d'un accord interprofessionnel sur la santé au travail ou l'identification des gisements. Puis sur l'assurance chômage. Sur l'assurance chômage, les choses se précisent et le Parlement sera amené à se prononcer dès la première semaine d'octobre. Nous avons transmis aux partenaires sociaux... Première semaine d'octobre, un texte sera présenté à l'Assemblée nationale. Nous avons transmis aux partenaires sociaux l'avant-projet de loi que nous voulons soumettre au Parlement. Il a deux objectifs. Le premier objectif, il en a d'autres. Je pense à la validation des acquis de l'expérience ou à quelques consolidations juridiques. Mais sur le chômage, il a deux objectifs. Le premier, c'est de permettre au gouvernement de prolonger les règles d'indemnisation de l'assurance chômage telles que définies par la réforme de 2019 dans le cadre d'un décret de carence qui prend fin le 1er novembre.
Et donc nous avons besoin de cette disposition législative, cette autorisation de prendre un décret. Sinon, au 1er novembre, on revient aux règles d'indemnisation de l'assurance chômage d'avant 2019. Nous aurions pu mettre en place une discussion, un dialogue social. Le contexte de 2022, notamment le contexte électoral, rendait difficile le lancement d'un document d'orientation, d'une lettre de cadrage, même si le terme n'est pas aimé par tout le monde, dans cette période-là. Et nous avons un deuxième objectif, qui est de mettre en œuvre un des engagements du président de la République, qu'on appelle la contracyclicité, c'est la modulation. Et pour cet objectif-là, nous allons saisir les partenaires sociaux parallèlement à l'examen du texte par le Parlement, et même avant, dès après le passage en Conseil des ministres début septembre, là aussi d'une demande de dialogue social autour des critères de modulation des conditions d'indemnisation. Et justement, est-ce que gestion contracyclique, est-ce qu'avec une conjoncture qui va et qui est en train de se dégrader, est-ce que vous n'arrivez pas à contre-emploi, si je puis dire? Non, c'est la démonstration qu'un outil contracyclique peut permettre d'alléger, d'assouplir les conditions d'indemnisation lorsque les choses vont bien, et donc de rendre le système plus incitatif et de mieux protéger les salariés lorsque les choses vont mal. Et nous faisons le pari, effectivement, de cette discussion dans un moment d'incertitude. Même dans cette période de rentrée qui est conjoncturellement difficile, vous avez le sentiment, l'impression, l'analyse qu'un certain nombre de chômeurs ne cherchent pas activement de travail et ça explique les difficultés de recrutement. Ça peut arriver, mais ça ne sera pas la seule solution. On peut dire aussi beaucoup de choses sur la formation, sur l'insertion, sur le retour en emploi des bénéficiaires du RSA, autant de chantiers que nous allons ouvrir aussi. Mais nous sommes convaincus que des règles incitatives doivent être mises en place, qu'il est aujourd'hui assez inacceptable, pour ne pas dire insupportable, d'être encore à 7,4% de chômage au sens du BIT et d'avoir dans le même temps un retour des chefs d'entreprise unanime sur les difficultés de recrutement. Donc ça veut dire, pour parler français très clairement, ça veut dire que l'indemnisation du chômage est trop élevée en France dans certains cas. La question du niveau de l'indemnité n'est pas forcément la bonne, c'est plutôt les critères d'accès à l'indemnisation à taux plein et la durée de l'indemnisation à taux plein qui peuvent être des clés de discussion. Mais cette partie-là, des critères de modulation des règles d'indemnisation, nous souhaitons que les partenaires sociaux s'en saisissent au titre de l'article L1 qui a été rappelé par le que disent les partenaires sociaux et l'opposition, puisque le Parlement sera saisi la première semaine d'octobre? Alors les partenaires sociaux, ils ne sont pas d'accord avec ce que dit le ministre. Pas surtout. Mais être au chômage ou au RSA, ce n'est pas un choix. Les gens qui ont perdu leur emploi, ils souhaitent tous en retrouver. Alors évidemment, on mettra en avant un ou deux, et comme dirait le président de la République, ou comme a-t-il tenté de le dire, optimise leur période de chômage. Mais dans les faits, quand on perd son emploi, c'est un vrai échec. Et on n'est pas au chômage par plaisir. On n'est pas au RSA non plus par plaisir. C'est à nous, l'État et les interlocuteurs sociaux, qui gérons paritairement l'assurance chômage, de faire les choses sur la formation. Comment est-ce qu'on aide à retrouver un emploi? Comment est-ce qu'on va chercher les jeunes décrocheurs pour arriver à les faire rentrer dans la vie active? Et surtout, comment est-ce qu'on parle de l'aménagement de fin de carrière? Aménagement de fin de carrière, on est en train de discuter d'un accord national interprofessionnel sur AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle. Faisons de la prévention et en fin de carrière, avec l'expérience que peut avoir un salarié dit âgé, mettons-le à faire de la prévention pour éviter accident du travail et maladie professionnelle. Mais sur l'assurance chômage... Est-ce que vous rentrez dans la négociation, dans la discussion ou pas? Et bien évidemment qu'on va rentrer. Je le dis depuis tout à l'heure, redonnez-nous la main. Et quand je dis redonnez-nous la main, pas à Force ouvrière, aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés. Bien évidemment qu'on va rentrer dans la négociation de la nouvelle convention de l'assurance chômage. Mais on attend que la loi nous redonne la main le plus rapidement possible. Avant que la loi soit présentée au Parlement, on aura des concertations. Il y a déjà eu... Demain, c'est NNNC et il y aura encore quelques concertations avant le début octobre, mais redonnez-nous la main le plus rapidement possible. Valérie Rabault, sur cette question de l'assurance chômage. Oui, alors,
bon. Avant que je demande à Non, mais moi, chacun pour conclure, j'ai un pas- défi, une priorité pour Oui, la oui, rentrée. oui, mais bon, moi, j'ai pas vu le texte à ce stade, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Je ne partage pas l'optimisme du ministre sur notre situation structurelle. L'Union européenne calcule ce qu'est notre croissance potentielle, c'est-à-dire si on mobilise tous nos facteurs de production, à combien on arrive. Eh bien, on est un peu au-dessus de 1%, ce qui est très insuffisant, ce qui nécessite effectivement, alors comment c'est une plénière où on a dit qu'on va parler cash, ben, je vais vous parler cash, ce qui peut-être va vous étonner, j'en sais rien. En tout cas, je voudrais remercier le MEDEF d'être monté au créneau sur les maths. Parce que les compétences, ça passe aussi par les maths. Et le fait que les maths aient été supprimées du tronc obligatoire en première et terminale, c'est quelque chose qui va peser sur la compétitivité de notre pays et qui est, à mon avis, très grave et dont on va voir les conséquences d'ici quelques années. Pour revenir sur votre question, moi j'attends de voir... Cette question des compétences, c'est le levier de notre croissance, du fondamental de notre croissance, de notre capacité à créer de la valeur pour le pays. Et en tout cas, moi, j'y tiens beaucoup et je souhaite qu'elle puisse vraiment être mise à l'honneur et être mise en tout cas comme un étendard pour notre pays. Sur la question du droit du travail et de la réforme de l'assurance chômage, nous étions opposés à la précédente. Il faut qu'il y ait évidemment des négociations avant que le texte arrive à l'Assemblée nationale. Sinon, on met les choses à l'envers. Le dialogue social, il doit passer par les partenaires sociaux. On sait bien sûr que c'est les parlementaires qui votent la loi, mais c'est toujours mieux d'entrer dans un débat quand il y a eu une concertation sérieuse. Peut-être pas 15 jours, ça paraît quand même assez limité. Alors, un mot de conclusion, il nous reste moins d'une minute, donc ce sera 30 secondes chacun. Un défi, le défi de la rentrée de votre balcon à vous, chacun d'entre vous, et la priorité absolue. Alexandre. Peut-être trois choses. Un, c'était la question de notre table ronde d'aujourd'hui. Ne perdons pas de temps à se poser la question de savoir si l'inflation est durable. Elle est durable, elle est là, elle est installée. On est dans ce cadre-là pour longtemps. Deux, je crois qu'il faut qu'on ait tous conscience que, notamment pour ceux qui souffrent le plus, il y a deux peurs un peu paniques qui sont en train de se mettre ensemble. La peur de la fin du mois, et puis cette espèce de peur que tout le monde a touché un peu du doigt cet été, pour la première fois pour certains, la peur de la fin du monde. Et on a ces deux peurs-là. Troisième chose, ça veut dire que les citoyens, nos clients, nous regardent avec l'idée que nous sommes prêts. On ne doit pas montrer d'impréparation. On ne doit pas donner le sentiment qu'on est pris à revers. Et donc, le débat public doit se faire. Il y a une majorité, il y a une opposition. Et nous, chefs d'entreprise, je crois qu'on a démontré dans le passé, démontré en 2020 et qu'on démontrera à nouveau qu'on sait faire, qu'on est mobilisé, qu'on a les outils, qu'on a le dialogue social. Et c'est absolument essentiel qu'on ait aussi ce discours de confiance-là, parce que sinon on va vraiment désespérer et inquiéter, et l'heure n'est pas à rajouter de l'inquiétude sur l'inquiétude. En moins de 30 secondes, Frédéric Souillot. Moi, je dirais pas d'économie durable sans emploi durable et bien rémunéré. Le partage des richesses, c'est comme ça que ça doit se faire, et par la discussion et le dialogue social. Merci, le contrat est rempli. Nicolas Derry. Alors pour moi, deux mots-clés, cohérence et solidarité. Je trouve qu'on fait trop de quantitatif et de sectoriel et pas assez de réflexion globale sur, depuis la classe de maths jusqu'à la fin de carrière, la manière dont on arrive à réinventer en fait un modèle de production. Parce que je crois que ce qui apparaît clairement, le Covid, première illustration, aujourd'hui, deuxième illustration, c'est que notre modèle de production, eh bien, on doit le transformer radicalement. Valérie Rabault. On a un monde à réinventer, on le voit avec les décisions géostratégiques de la Chine, ce qui passe par de l'investissement, de la création de valeur, du partage de la valeur. Et vous savez, dans cet hippodrome de Longchamp, au mois de juillet, il y a eu les Rolling Stones qui ont mis une pêche d'enfer. Eh bien, je vous invite à être les Rolling Stones. Olivier Dussopt, Monsieur le Ministre, votre mot de conclusion, et avec une question spécifique pour conclure pour vous, c'est est-ce que vous vous sentez soutenu ici par les entreprises dans votre volonté de faire une réforme des retraites? Par les entreprises ou par le MEDEF? Par les entreprises. Non, je dis par le MEDEF parce que nous sommes invités du MEDEF. Quand je discute avec chacun d'entre vous, oui. Quand je lis les échos, moins. Mais ça fait partie du débat et je pense que cette réforme doit s'imposer. En mot de conclusion, il n'y en a qu'un pour moi, et je le reprends à Nicolas Terry l'instant, c'est la question de la cohérence ou plutôt de la globalité.
On parle aujourd'hui de l'assurance chômage parce que le texte va être présenté au Conseil des ministres la semaine prochaine. On parlera dans 15 jours ou dans 3 semaines de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA vers l'emploi et donc vers la dignité, l'autonomie, parce que nous lancerons une mission de préfiguration. Je pense qu'il faut avoir en tête que l'objectif de plein emploi, il ne passe pas par une seule mesure. Il passe par la formation, par l'apprentissage, par la réforme des lycées professionnels. Il passe par l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, par la réforme de l'assurance chômage, par le travail des seniors, par les conditions de travail. Et il ne passe pas que par des politiques gouvernementales, il passe aussi par la capacité des employeurs, des entreprises et des organisations syndicales de se saisir de ces sujets et de répondre conjointement les uns les autres. Parce que s'il y a un objectif qu'on peut tous partager, c'est celui du plein et du bon emploi. Pour reprendre les termes de la Première ministre, c'est la meilleure façon d'équilibrer les comptes et la meilleure façon de donner du pouvoir d'achat aux ménages. Merci à vous, merci à tous, merci d'avoir écouté cette table ronde. Merci de